je redis les mêmes choses. Inch'Allah, si c'est pas moi qui les vends, ce sera mes enfants. De toute façon, le principe c'est ça. Le principe, moi, c'est que j'ai rien à vendre. Quand je vois la vie aujourd'hui par rapport à ce que font de la musique, ce qu'ils font de la musique, notre génération qui a suivi, parce que nous, ce qu'on a appris des anciens, c'est un monde complètement à part. Ils ont complètement zappé qu'il y avait quand même une histoire derrière. C'est-à-dire que si tu te réfères aux années 86, 87, 88, 89, 90, il y a quand même des gens qui peuvent parler aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas écouter des samples en grande radio, parce que c'est distribué en grande radio, on te vend ça, et les enfants l'écoutent, et ne savent pas l'origine, la racine de ce produit. Et ce qui est défaut, c'est que, si tu peux regarder les disques, j'ai des milliers d'amis qui ont une panoplie de disques comme ça, et te racontent la vie de la musique, même la musique de nos pères. Et c'est ça qui m'hallucine, c'est que les mecs, ils ont une science pour écouter leur musique, pour la faire connaître et pour la distribuer. Alors je cite pas des DJ, si je vais en citer un, DJ Damage, je vais citer mes potes qui sont dans la musique, qui créent du son, souvenir, il y en a tellement. Un Crazy Bee par exemple, un mec, un DJ que j'ai adoré, un petit gars qui est devenu vice-champion de France, qui s'appelle Pon, DJ Pon, et là, tu tombes par terre. Ces jeunes-là, ils connaissent des choses, mais au niveau technique DJ, mais t'es à La Réunion, tu vois, t'es plus en France, t'es à La Réunion. Et ça, c'est hallucinant. Ces mecs-là, ils sont plus jeunes que moi, ils me font kiffer. Et sollicitations aussi à des gens de mots qui ont créé, par exemple, des associations pour envoyer le groove. Je sais pas si tu t'en souviens. Il y a eu des gens comme Bobby King. Bien sûr. Et ces gens-là, c'est un voisin, Bobby King. On réveille des salles entières pour amener les gens de Paris, pour faire des soirées dans une association. Bon, bien sûr, ça va jamais bien comme tu veux, mais à partir de là, c'est le geste qui compte. C'est savoir comment ça a été créé, c'est-à-dire sur un petit coup comme ça. Alors, tu vois ces gens qui se battent d'un côté, tu vois leurs couleurs, tu vois les rebeux, tu vois les blacks, tu vois les métis un petit peu comme moi. On se regarde en chien de faïence, qui tu es, d'où tu viens, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu te dis simplement, mais quelque part, putain, les mecs, on écoute le même son. C'est hallucinant, tu te dis, on écoute le même son. Et ben par rapport à ça, des fois, il y en a qui sont plus intelligents que d'autres, ils réunissent les gens. Et ça veut pas dire embrouille, réunir les gens, ça veut dire une collectivité, pour dire tin tin tin, tiens ça me plaît ça, ah toi aussi tu danses ça, trop fort, c'est génial. Et ça s'est créé. Aujourd'hui, c'est de la démo, c'est de la danse, c'est de l'habillement, c'est du style, c'est du fric, c'est des bagous, c'est de l'alcool, c'est du shit. Et on va jusqu'à où j'ai pas assez de doigts pour dire il y a combien de blasphèmes dans cette histoire. Alors salissez pas le hip-hop. En plus que moi je crois, en plus que ça, j'y crois aussi encore, et j'ai 38 balais. Moi, je pense que je suis un petit peu... Oh, on est de la même génération, Bobby et moi. Mais on a commencé dans une radio locale. On s'est connus dans une radio locale. Et ça a commencé parce qu'il faisait du raga avec des potes et tout ça. Puis moi, j'étais complètement parti dans Beastie Boys, le vieux son. Tu sais, pour dire, le premier concert que j'ai vu de rap de ma vie, c'est à la Mutualité à Paris. C'était Public Enemy, Eric Benrakim et LL Cool J. Je faisais pas la force, hein, tu sais, au niveau, c'est pas une question de couleur, mais j'avais pas la force de dire que je faisais une émission sur mots, une émission de rap sur la bande FM, j'étais pas en force de le dire. Mais quand je suis reparti dans mon petit train et retournant dans ma petite banlieue au nord de la Seine-et-Marne, j'étais fier de moi. J'avais fait une épreuve, j'avais passé une épreuve. Et là, c'était hallucinant parce que c'est des épreuves qui marquent. Et à partir de là, tu as un pouvoir d'achat, tu achètes quelques disques, tu commences à les moduler, à les mixer, tu t'achètes une platine, t'as pas de diamant, t'attends le mois prochain, etc. Tu forges ton mur, tu construis ton truc, quoi. Et à partir de là, bah, c'est avec le recul, tu vois que les gens t'ont suivi parce qu'ils étaient jeunes. Ils ont, mais comment il fait pour faire ça? Mais les gens, bon, le pouvoir est plus facile aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ce que tu payais dans le temps, je sais pas, 1 franc, aujourd'hui, tu vas le payer 10 euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est la complexité du truc. Mais aujourd'hui, on a oublié, on peut se permettre de se payer ce produit, mais on ne se permet pas de savoir que derrière, il y a quand même une recherche élaborée. Aujourd'hui, un logiciel va te permettre de faire des remixes de tueries. Mais ce que tu n'auras pas, c'est derrière, c'est toute la mainmise qui a été faite pour la transpiration qui a été faite pour créer ce produit. Ça soit n'importe quoi, un remix que tu vas passer en radio, qui n'est pas édité, qui n'est pas connu par les grands labels, et tout ça, des petites sources comme ça. Je connais 2 ou 3 gens,
ils sont prêts à mettre sur le cul, mais certains mecs qui font des remixes pour des groupies ou de n'importe quoi, tu sais, mais ça m'hallucine, parce que c'est des gens qui sont connus, qui récoltent, connus par leur cul, quoi, qui récoltent leur blé. Il y a des gens qui sont simples d'esprit et qui méritent d'avoir cet argent, parce que c'est pas une question d'argent, c'est une question de culture, c'est tout. Et si je te parle du coupage sur bande, je sais pas si tu connais le coupage sur bande. Le coupage sur bande, c'est un métier. Tu commences à écouter des gens comme Mantronix, des gens qui ont fait des remixes de ouf. Au début, le numérique n'existait pas. Tu prenais ce genre de produit-là, la bande, et tu coupais ça. Et à partir de là, ben, tu faisais des éditions, des remixes, des trucs énormes sur Prince, sur James Brown, sur X artistes. Et un morceau de 6 minutes pouvait durer 8-9 minutes avec des trucs de fou que tu vas entendre en boîte de nuit que les jeunes réclament aujourd'hui. Mais le travail derrière, ils ne le savent pas. Ils vont bouger leur cul comme ça gentiment, ils vont payer leur conso, tout ça, mais il y a des DJ qui sont derrière tout ça. Comme il y a des gens comme Bobby King, comme JD, qui ont fait tout ça et qui ont fait élaborer ce petit nombre de jeunes qui savent le faire aujourd'hui et qui relancent le niveau. Mais alors compte-les sur les doigts, mon pote, hein. Compte-les sur les doigts, parce que ça, c'est pas évident, ça. C'était quoi comme radio exactement? Ah, c'était RM7. RM7, ne pas confondre avec Radio 7. Radio 7, c'était une radio d'État que l'État a supprimée parce que ça mangeait trop gros. Bah oui, des gens comme Robert Lévy-Provençal se permettaient d'inviter Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa, c'est quand même, pour les gens qui connaissent, c'est quelqu'un d'important. Et ça devenait une radio moins commerciale et plus à thème. Et ça gênait. Alors à la place, aujourd'hui, tu as France Info. Et depuis longtemps, tu as France Info, mais tu n'as jamais eu une radio comme Radio 7. Et nous, la chance qu'on avait, en Seine-et-Marne, vu la libération des ondes, certaines personnes avaient créé une radio qui s'appelait RM7, Radio Mo, 7 jours sur 7. Avec la chance qu'on avait, on avait des émissions à thème, et moi j'ai fonctionné avec cette radio pendant 10 ans. Dans l'anonymat des grands DJ de Dynasty, des radios qui ont marché après. Après est venu au monde Skyrock. Tous ces genres de radios, je les ai vus naître. Mais avant, ils ne savent pas ce qu'il y avait. Et il y avait des petites radios locales qui se permettaient de brouter des salles comme ça, à 3-4 000 personnes. Mais c'est vrai. Où tu avais des réunions, des cars qui se ramenaient parce qu'il y avait une boîte de nuit en Seine-et-Marne qui créait un événement. Le dimanche, tu pouvais danser hip-hop. Avant, dans le temps, on dansait la guinguette. Comment ça s'appelait d'ailleurs? Otis Night Club. Ah ouais. Otis Night Club. Ah alors ça, ouais. mon pote, c'est souvenir. Mais ça... J'étais fluorescent tellement qu'ils étaient en train de danser, les gars. Les Beauvaliens, ils connaissent tous... Ah, je pense. Moi, je pense. Du moins de notre époque. Ouais. Tu sais ce qui fait plaisir aujourd'hui chez un daron? J'ai 2 enfants. Ce qui fait plaisir, c'est que tu dis bonjour à des gens que tu ne connais pas, mais eux, tu les as vus. Ils étaient tout petits. Et toi, tu les vois maintenant, ils sont plus grands que toi, ils ont sûrement joué au basket. Et tu les vois aujourd'hui, tu t'hallucines là-dessus, parce que tu te dis, merde, comment ça se fait qu'il me connaît? Attends, je pourrais être son oncle, ou alors son grand frère. Et ça, tu t'imagines jamais ça. Et tu vas écouter un truc, enfin, que tous les anciens connaissent, et je retrouve le bon s'il est pas rayé. Alors qu'est-ce que tu veux dire à Bobby, là, qui t'écoute, là? Oh là là. S'il t'écoute. Que son poulet boucané était super bon. Non, boucané, ouais, il était super bon. Qu'est-ce que j'ai à dire à Bobby? Je sais plus s'il fait de la musique ou s'il a continué à rester dans le truc. Mais par rapport à nos délires à nous, ça restera toujours un bon souvenir pour moi, quoi. Mais hormis Bobby, j'en ai d'autres. J'ai quand même celui que j'ai cité tout à l'heure, DJ Damage, qui m'a fait quand même découvrir des sites comme New York, les Tours Jumelles, etc. Tu vois, toute la panoplie touristique et toute la panoplie qui est en dessous, c'est-à-dire la distribution des disques de hip-hop américains. Et ça aussi, c'est un truc, c'est carrément un musée vivant. C'est New York, c'est un musée vivant. Et là, tu vas là-bas, un mec se permet de te dire un jour... Hey, JD, viens, il y a trop longtemps qu'on fait la radio ensemble, tu m'as invité à ton émission, depuis le temps on marche bien et tout, on commence à être connus, on y va. Excuse-moi, entre parenthèses, il était quelle couleur? Damage? Ouais. Oh. Quelle couleur il est? Il a pas de couleur. Ouais. Ce mec-là, il est blanc, ouais. mais il est plus noir que nous. Ouais. Et il est plus noir que n'importe qui. Ce mec-là,
je te jure. À l'apogée de la musique, il t'en apprend. Même si tu crois connaître, il t'en apprend encore. Et moi, même moi, DJ old school, à l'ancienne, bien hardcore, il arrivera encore, même quand on sera vieux, tu vois, on sera super vieux, il arrivera à me faire bouger sur des musiques que lui, il aura pécho en dernier moment, quoi. Il est comme tout le monde, il n'a pas de couleur, il est blanc, mais il est... je l'ai jamais vu blanc. Si, je l'ai vu une fois blanc quand on était à Brooklyn, parce que ce mec-là, il est fou. Il va chercher 2 ou 3 disques dans un endroit au trou du cul de l'univers. Il va chercher 2 ou 3 disques, il n'y a que des blacks qui jouent au basket. Quand ils ont vu ce mec-là, ça fait tache fluorescente dans leur monde. Mais c'était... Et là, il m'a dit, j'ai dit, je crois qu'on doit prendre un taxi et se barrer là. Et moi j'ai compris, moi aussi, tu vois, qui passe un peu latino, tout ça, pas trop sale dans tous les endroits, sauf pour le patronat. Mais à partir de là, je veux dire, il m'a dit, bon là on dégage parce que c'est mort. Et il m'a raconté quand même que pour 2 disques de James Brown, il s'est fait poursuivre à coup de schlass dans Harlem. Tu vois, c'est l'histoire. Et t'as beau raconter ça tous les soirs au coin de la cheminée, je le crois encore. Et je le croirai jusqu'à ma mort, tu vois. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui se racontent entre potes. Et c'est des choses vécues. Donc, à la limite... et là-dessus, respect. C'est pas un respect, c'est plus qu'un cierge. Tu vois, c'est quelque chose, c'est une entité, quoi. C'est un mec bien. C'est un mec qui en veut. Il fait pas de métier. Il veut vivre de sa passion. Et sa passion... c'est une lutte tous les jours, il est au téléphone, il se bat, il contacte les Amerlocs qui viennent poser, il fait du son, il fait du jazz hip-hop, tu vois, il fait une espèce de fusion qui marche très bien et qui est très propre d'ailleurs. Il m'a laissé 2 ou 3 galettes à lui, mais c'est voilà, tu vois, à un moment tu te dis, voilà, soit je fais ça, soit je fais ça. Alors lui, il a décidé de faire ça. Alors, il va mourir avec ça, mais en tout cas, à la fin de sa mission, je crois qu'il aura réussi quelque chose. Et le but, c'est que moi je pense que lui, il va réussir quelque chose. Et ça, c'est vachement important. Et puis par rapport à notre aventure ou notre historique, ce qui forge, c'est que lui, il avait donc cette optique, et puis les gens divergent un peu comme ça. Tu sais, t'es pas obligé d'avoir un fil conducteur et de le suivre. Tu peux diverger. Et moi, j'ai toujours gardé ça en passion, en mémoire, en archive, comme tu vas me dire. Mais le truc, c'est que j'aime le raconter plutôt que me la raconter. J'aime le raconter. C'est mon vécu et en même temps c'est le vécu des milliers de Français, qui soient des dom-toms ou d'Afrique du Nord. C'est la vie de tout le monde. Et ce qui est marrant, c'est que cette musique-là, hormis certaines, ça ramène tout le monde. Ça ramène tout le monde à un même pied d'égalité. Un seul point où j'admirais, c'est la première fois que j'ai vu James Brown sortir de prison. Il est passé en concert en France. J'avais les tickets qui te le prouvent, mais j'ai pas envie de te le prouver, faut que tu me crois. Mais j'ai jamais vu autant de gens, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, 30 ans, 20 ans, danser pour I feel good. Mais c'est hallucinant, quoi. T'imagines pas ça. Et quand j'ai vu ça, parce que t'imagines le mec qu'on a samplé des milliers de fois, des milliers de fois que tu vas entendre même sur les albums de Boogie Down Production. Ça, c'est un vieux truc, hein, c'est une réédition. Je me dis, mais c'est super vieux. Et la moitié des gens qui écoutent ça ne savent pas d'où ça vient. Et tu te dis, mais oh, c'est ça qui me plaît dans le morceau, mais manque de peau, c'est ça qui plaisait aux jeunes dans les années 90. Et eux, ils rigolent de ça aujourd'hui. Ils rigolent de ce que les petites starlettes sont en train de faire du hip-hop, quoi. Donc. C'est 700. Now it's time. Listen to me and my rhymes, but keep it in your mind.
te les envoie comme ça, hein. J'ai pas envie de me casser, je mixe pas, je te les envoie comme ça pour que tu te fasses une idée, quoi. It's just a description. Disguise, get on mic. I'm the TR-808, but just call me D-Nice. Like the house. Like the house. So you can stop guessing if this is a gift or a written down memo. See, I am a professional. This is not a demo. In fact, call it a lecture, a visual picture, sort of a poetic in rhythm like master. Listen, I'm not dissing, but there's something that you're missing. Maybe you should touch reality. Stop wishing for beats with plenty bass and lyrics at haste. If this meaning doesn't manifest, put it to rest. I am a poet, 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 poet. Stop a rock. Stop a rock. Stop the rock. Stop the rock. Poet, 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 poet. You try to show it, yeah, blow it. It takes concentration for fresh communication, observation. That is to see without speaking. Pick up your coat, take notes. I answer at a school, cause you need schooling. I am not a king or queen, I'm not ruling. This isn't this, isn't this, isn't this, isn't this, is an introduction to poetry, a small dedication to those that might know of me, they might know of you. And maybe you gang, but one thing's for sure, neither one of y'all can hang. Cause you, I'm like an arrow. Let's got the crossbow. Say something, say something, say something now. Thought so. Stop a rock. Stop a rock. You got it. You got it. You got it. You got it. I know you got trouble. Hey. If you think you want to be in here, I know you got trouble. If you think you want to be. Voilà. Exemple. Il y aura toujours meilleur que toi et il y aura toujours plus nul que toi. Le but, c'est pas de savoir qui est le premier, c'est de savoir que tu es dans le même groove. C'est tout. Alors, si on fait le symbole du boxeur, j'étais sur le ring, j'ai pris des coups, j'en ai un petit peu mis, je pense, tu vois, pour arriver à ça, mais en même temps, je me suis jamais dit que j'allais être champion du monde. Tu vois, j'ai dit, je vais faire mon nez, il a cassé, mes yeux ont cassé, mon cœur a cassé, mais en même temps, j'ai gardé la foi. Tu sais, c'est pas parce que j'ai arrêté la boxe ou autre sport que tu te dis, des fois, tu as envie de remettre un petit coup, quoi. Juste pour le fun, avec des copains, avec des protections. Mais au niveau de cette compète, si on appelle ça une compétition, et s'il y avait compétition, moi, j'ai jamais joué la compète. À partir de là, les jeunes croient que parce que papa, maman est riche, on va acheter des platines, on va devenir DJ du jour au lendemain. Non, il faut rentrer sur le ring. C'est différent, il faut rentrer sur le ring. Et à partir de là, tu fais un choix. Soit tu sais boxer et tu mets les points et tu y vas. Et puis tu fais un peu comme Pon, parce que Pon il a démarré tout petit, et petit deviendra grand. Il est en train de tout flinguer là. Bah, il continue. Regarde, je te mens pas. Je dirais merci à mon petit Pon. J'ai acheté l'album, tu me l'as pas offert, d'accord, hein, c'est Birdie Nam Nam, et ça c'est une tuerie. C'est fait qu'au scratch.
Ça, c'est une tuerie. Moi, j'ai ma canne aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, j'ai ma canne, j'écoute ça. Et ça me dit, putain, mais t'as pas besoin de canne. Ouais. Tu vois, mais ça, c'est des gens qui sont jeunes, qui pourraient être tes petits frères. Et tu dis, franchement, ces gens-là, alors quand là, t'as Crazy, là, je sais plus le nom. Le nom des DJ, je sais que lui je le connais, mais c'est des gens qui fonctionnent très bien ensemble et qui font un truc, une espèce de quattro comme ça, avec des platines. Mais je pourrais te faire écouter un morceau si tu veux. Ouais, bah c'est parti, DJ Paul. On va faire. Et là, tout ce qui se passe, c'est fait au scratch. C'est pas des samples, c'est des scratchs. En même temps, ça fera 250 € pour la promo. Hein. Et je sais pas, est-ce que tu retrouves une partie de toi chez Paul? Non. Je pense qu'il a du respect pour moi. À partir de là, il a fait ses écoles, il a fait ses armes. Comme tous les gens que moi j'ai des maîtres. Hein. Dynasty pour moi c'était un maître. Hein. C'est un maître incontesté. J'ai beau avoir l'âge que j'ai, lui c'est un daron. Quand je le vois sur scène. Tu l'as connu? Vite fait. On se connaît, mais pardon. Il connaît tellement de gens que bon, tu sais, à la limite, je suis pas non plus un fan. J'ai pas envie de me lancer dessus, mais j'ai pas envie qu'on arrive un jour. Tu es l'ancien DJ d'RM7, la radio qui marchait sur mots. Non, rien à foutre de tout ça. Tu sais, le but c'est, voilà, de boire un petit coup ensemble, de s'installer, manger un petit poulet, tu vois, et puis d'écouter de la bonne musique. Le but c'est ça. Et cette chambre, quelque part, elle a été faite pour ça. Et à partir de là, bien sûr qu'il a pris un peu parce qu'il a enregistré toutes les émissions qu'on avait faites avec Lilian, avec des Medj, et qu'il a pris conscience que le hip-hop c'était une histoire. Et aujourd'hui, il est bien borné à faire ce qu'il a envie de faire et pas à ressembler à n'importe qui, tu vois. Tu verras jamais ce genre de personnage faire le DJ Bozo dans une émission au prime time sur TF1, quoi. Sauf si un jour. Mais je crois pas que ce soit dans son origine, tu vois. Il préfère être dans l'anonymat que de faire du fric facile. Et les gens qui ont des racines, ils préfèrent rester dans l'anonymat que de faire du fric facile. Fric facile, tu peux devenir. Mais vous êtes fous. Oh oui. Et encore que ces gens-là, il faut les respecter parce qu'ils font de la bonne musique aujourd'hui. Ils regrettent peut-être ces moments-là, mais en même temps, c'est ce qu'ils allaient. À un moment, t'as pas le choix, quoi. Tu crèves ou alors tu manges, quoi. Tu vois, c'est simple. Et justement, j'allais dire, là, un petit peu l'époque dont on est en train de parler, c'est quelle époque, c'est quelle année? 90, 91, 88? Ça, tu quantifies ça entre les années 87, les années 87 jusqu'à, en bas mot, 98, 99, 2005, tu commences à percevoir une nouvelle génération. Et moi, j'avais arrêté la radio depuis là. Hein. Et bah c'est plus pareil, Tu vois, mon pôle d'attraction était ailleurs, donc à la limite, tu prends ça en passion, tu l'écoutes. Mais pour les gens qui vont le faire leur métier, faut être plus méchant que dans ces années-là. Mais en tout cas, si tu veux être méchant aujourd'hui, il faut connaître les racines de ça. Si tu connais pas les racines, t'es un petit peu perdu, tu vas vendre n'importe quoi avec tes phrases. Donc le problème il est là, quoi. À partir de là, ce qui nous fait rire, nous, les anciens, c'est que beaucoup de jeunes racontent n'importe quoi sur n'importe qui, sur des artistes soi-disant connus. Bon, il y a quand même, moi je dis, au niveau de l'école, je me suis permis d'écouter souvent Skyrock, le Bum Rush, avec Cut Killer. Les gens qui l'invitent au niveau rap français, effectivement, par rapport à une certaine année, ça parle sérieusement, tu vois, les mecs ils ont une conception, une fondation de leur truc, ils savent où aller, ils ont un produit, ils le mettent en vente parce que t'as plus le choix aujourd'hui. Peut-être que c'est moi qui suis complètement décalé par rapport à ces années, tu vois, que j'ai complètement perdu le nord, quoi, tu vois, mais je sais que ça devient du business, ça devient plus du plaisir de. Ouais, ça devient pas forcément commercial, mais du business, tu vois, le mec il sait faire ça, il le fait, il le vend.
tant mieux s'il le vend. Il fera pas de la merde à Star Academy, tu vois, je pense pas, mais les gens que j'écoute aujourd'hui, sans les citer, je les connais pas, hein, mais ils vendent leurs produits bien à des gens qui veulent l'acheter. Et puis après, comme tu me disais tout à l'heure, ça dépend ce qu'on met dans le texte, ça dépend ce qu'on met dans la musique, quel message on envoie. En majorité, c'est quand même pas forcément faux hein, par rapport à la structure d'aujourd'hui à la France. Et moi, je suis pas politique, hein, je veux dire, mais quelque part, j'aime bien m'initier par rapport à ce que pensent les jeunes, tu vois. Mais tu vois, pour moi, ça c'est apolitique, c'est-à-dire ça ne parle pas, c'est la musique qui parle, tu vois. Et il y a du travail de fait, quoi. Est-ce que tu penses que justement les DJ, ils ont cette possibilité à un moment donné de faire de faire des platines, mais en faisant sortir du son revendicatif vraiment. Ouais, mais pour ça à la base, tu sais, les seuls moments où je me suis moi orienté vers le niveau politique, bah tu sais, c'est quand même un seul blanc ou quelques milliers de blancs en France qui ont été voir Public Enemy. Quand tu sais l'histoire de ce groupe qui prenait la couleur noire avant tout, c'était dans les textes, c'était l'argument de force, de vente, parce que c'est aussi des businesseurs, tu vois. Quand tu vois Essay et Précile qui ils vont pledger leur musique sur le bienfait de la Sensimilia ou tout ce que tu veux, ou d'autres groupes, etc., etc. Tu écoutes la musique pour ce qu'elle est. Tu écoutes la musique pas forcément pour les textes, même si tu ne comprends ou tu comprends pas, mais tu l'écoutes pour ce qu'elle est à la base. À partir de là, tu ressors des racines personnelles. T'es pas obligé d'écouter les textes, tu peux écouter la musique pour que ça t'apporte du bien-être. Après, si tu avais envie de scander je sais pas, un truc politique par rapport à ça, libre à toi. Mais moi, la seule manière où un jour j'ai commencé à voter avec le rap, c'est Artists United Against Apartheid. Les artistes unis pour l'anti-apartheid. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie. Tu vois, à partir de... Tu peux nous montrer quelque chose? Ouais, je peux te le montrer. Il faut que je le retrouve, hein, hein. Bah en même temps, je continue de te poser des questions. T'as connu le racisme? Parce que moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 16 ans. J'ai travaillé dans l'industrie. Et par rapport à mon intelligence, à mon savoir-faire, j'avais une sale couleur. Et on m'appelait le gris métallisé. Je suis pas trop noir, je suis pas trop blanc, je suis un zoréole. Déjà gris métallisé, ouais. Tu sais, je viens de La Réunion, je suis de l'île de La Réunion. Donc à la limite, par rapport à ça, je me suis pas mis à la place des blacks ou des rebeux, mais je me suis un petit peu mis à leur place à 5%. J'ai dit franchement, quand il y en a un qui a le cul entre deux sièges, il sait pas aller soit au Maghreb, soit en France, et il tape en France, je le comprends. Moi des fois quand j'ai un toubab qui est bien chez lui, qui monte sur des chevaux tous les week-ends, et qui me dit non monsieur, vous ne pourriez pas accéder à ce poste. Il n'y a rien à dire, et ça existe de plus en plus. Et j'ai l'impression, parce que je parle bien aujourd'hui ça passe, mais tu vois, tu m'entends parler au téléphone, je te vends n'importe quel produit, mais tu vois ma tronche, tu te dis oh là, non monsieur, on a donné. Et ça m'arrive souvent. Hein. À New York je passe bien, à Pierreko je passe bien, tu vois. À la cathédrale on me demande presque d'enlever mes souliers, dans une cathédrale mon pote. Et là ça m'hallucine. Ah oui, une fois, ouais, je l'ai vu pour un concert Public Enemy justement. Ma petite compagne avait froid, je lui ai mis un Bombers. Mais le Bombers, il y avait, tu sais, dans le temps, il y avait un logo Public Enemy. Il y a un mec, sans le citer, des requins vicieux, des requins juniors, m'a dit simplement, tu dis à ta copine d'enlever ça parce que sinon ça va aller mal. C'était un exemple de phrase, tu vois, il ne s'est rien passé vu qu'on se connaissait. Ah, mais moi j'ai vécu près de 20 ans à Beauval. Je te dis, j'ai vécu la moitié de Beauval, hormis Pierre Collinet qui sont plus âgés que les Tours où moi j'ai vécu. Tout le reste, je l'ai vu grandir. La radio a été créée à Beauval. Moi, dans mon émission, quand les mecs venaient faire des tests de rap, tu vois, ils venaient rapper, c'était pas forcément forcément tout noir ou tout bab, hein, on s'en foutait, quoi. C'était le lyrics qui comptait. Personnellement, si je serais resté sur ce genre de problème, je serais pas resté dans le Peura. J'aurais écouté autre chose que ça, j'aurais signé ou j'aurais voté. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Moi, si j'avais pensé comme ça, du jour au lendemain, j'aurais bu que du lait, pas de café. Ou j'aurais bu que du café, pas de lait. C'est pas le cas. Donc c'est pas ce qui domine dans ton expérience. Ah non, mais pas du tout. Mais tu vois, je t'ai dit mes origines, c'est pas possible. Ouais. Ma mère est réunionnaise, mon père est français. Je mange piment presque tous les jours.
je mange du riz presque tous les jours. Mais il a fallu quand même que tu passes ta place, non? Ah oui, mais carrément, mais la place, il faut... T'as pas à la faire, c'est... T'as un cerveau, tu l'as fait gentiment, sans faire les bras. Tu sais, regarde, je fais 2,5 kg, même aujourd'hui à mon âge, t'as pas besoin de faire cette place-là. Cette place, tu l'as fait parce que, bah, il y a certaines... Moi, écoute, j'ai fait mon service militaire, c'était aux années où on faisait le service militaire. J'écoutais du rap, je faisais mon service militaire, j'étais chez les parachutistes. Chez les parachutistes, j'ai senti du racisme. Tous les mecs, quand j'étais à la frontière espagnole, j'étais en service, et j'étais donc à la frontière avec les douaniers, et je voyais les 77 passer, tu vois. Alors à chaque fois, c'était des Marocains, les mecs qui retournaient au bled. Je dis bonjour, j'étais content de les voir, tu sais, c'est les gens de chez moi, tu vois. Il y a un adjudant ou un mec qui est venu me voir en disant ouais, s'il te plaît, t'arrêtes de dire bonjour à ces gens-là. Je dis pourquoi mon adjudant, je comprends pas. L'autre, il m'a montré la photo de sa femme, la photo de sa fille, à côté, il y avait un poster, c'était moi, je vote Le Pen. Je m'étais fait une bonne image de l'armée française, tu vois, au niveau de certaines personnes. Hein. Aujourd'hui, je garde mon image de l'armée française et je sauterai encore volontiers en parachute avec des copains de mon service militaire, tu vois. Et j'ai une croix sur le bord de la poitrine et j'y crois autant qu'elle l'a. Et j'y crois et je respecte autant qu'elle l'a, quoi. C'est-à-dire, moi, mon pays, t'y viens, à La Réunion, t'y viens, tu enlèves tes mocassins ou ta tenue pour aller dans une mosquée, dans un endroit saint, et tu respectes. Et je pense que moi, d'où je suis par rapport à là-bas, les gens se respectent mutuellement. Que ce soit des polythéistes ou des monothéistes, tu crois en plusieurs dieux ou en un seul dieu, les gens se respectent et ça se marche pas dessus. Tu sais pourquoi? Ils sont sur la même île et ils ont le même dilemme. Le même dilemme, c'est de nourrir leur famille. Il n'y a pas de bouc émissaire? Non, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de... Non. Des boucs émissaires, c'est-à-dire les Comoriens ou, qui posent un problème ou... Ah non, 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 il n'y a pas de... Il y a pas des... Non, 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 c'est pas possible. C'est vraiment... Il y a une majorité de gens qui croient en ça, il y a une minorité de gens qui croient en ça, mais la majorité respecte la minorité. C'est tout. Ils ont leur lieu dit, leur lieu saint, et tout le monde respecte ça. À partir de là, faut pas délimiter, c'est automatiquement par ta façon d'avoir été éduqué. Tu sais, tu es sur une île, t'as pas forcément des frontières qui sont marquées, c'est pas une guerre de religion. C'est pas du djihad quelque part, mais c'est pas non plus une guerre sainte à la catholicisme. C'est quelque chose que tu as dans la tête et tu penses et c'est ça qui t'aide à vivre. Donc tu respectes cette personne, c'est tout. Tu manges pas de telle viande ou tu marches sur le feu ou alors tu te mets des pics parce que tu crois en un dieu ou je sais pas te dire, mais ça c'est une péripétie de dire on va détruire cette race-là ou ce continent-là parce que justement... alors après, de croire que parce que tu peux apporter les armes à une guerre pour apporter un peu plus de gens qui croient en ta religion, c'est une connerie. Ce que le rap amène, excuse-moi, à un moment donné, moi j'ai pas trop suivi le côté islam américain, c'est que on a vu aussi apparaître dans certaines années des différences entre certains disques et certaines musiques qui étaient ouvertes. Après on a créé carrément un mot, même Public Enemy s'était complètement converti à l'islam, faut le savoir, il y a beaucoup de rappeurs qui sont convertis à l'islam. Mais c'est, tu vois, il y a beaucoup de catholiques qui écoutent le rap américain aujourd'hui et qui ne sont pas convertis à l'islam. Donc c'est un peu prêcher le vrai pour avoir le faux, ou alors ne pas écouter ce qu'on veut te faire entendre, quoi, tu vois. Donc aujourd'hui, il ne faut pas forcément écouter ton tube cathodique en disant, voilà, il y a tel pays qui est en guerre pour un territoire ou une façon de penser, il y en aura toujours. On va mourir avec, il y en aura toujours. Le but, c'est de vivre tranquillement, en écoutant sa musique, en faisant vivre ses enfants. Et toi, éloigne-toi de la guerre, éloigne-toi de toute cette merde, parce que c'est pas forcément toi qui as le fric qui gère cette merde. C'est les gens qui ont le fric qui gèrent cette merde. Et à partir de là... Alors justement, tout ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à Bambata. Est-ce que le lien que tu fais avec... Moi, je suis à fond Zoulou, la Zoulou Nation. C'est... Je suis mangeur de pizza comme Afrika Bambaataa, mais ce que je veux dire, c'est une façon... Enfin, je sais pas, j'ai pas été jusqu'à là. Bah, non, c'est quand même le mec qui... Si on va te parler d'hip-hop ou de old school ou de Smurf ou de breakdance, c'est quand même un mec qui a, hormis lui, qui a su ouvrir le milieu par rapport à l'Europe, et on reconnaît cette musique grâce à ça.
Après, il y en a peut-être d'autres qui vont me contredire en disant mais attends, n'importe quoi, t'étais pas encore né que ça existait déjà. Peut-être, il y avait le slam, le slam c'est très vieux le slam. Hein. Il y avait les Lats Poets avant, tu sais, c'est très vieux aussi, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça vient de certains blacks qui se plaignaient en chantant dans les champs de coton. Tu vois, donc la racine des racines des racines. Il a fallu de la racine américaine pour faire les paroles, il a fallu de la musique européenne pour créer le rythme et le binaire. Et à partir de là, c'est une fusion des choses. Donc on ne peut pas mélanger des races à ce moment-là. On mélange une complainte des gens. Tu sais, tu peux être musulman et faire du rap parce que tu te plains d'une chose. Tu peux être bouddhiste et te plaindre d'une chose parce que tu as envie de le dire à certains pays, à certaines personnes qui te comprennent. Tu peux être chrétien et ne pas faire un chapelet, ne pas aller te confesser, le dire simplement en rappant, en le chantant, en le mimant. Et tu le racontes, et tu le dis, tu le racontes. Et à partir de là, bah, c'est perçu comme une prière. Alors la prière est universelle. Ça dépend comment on la raconte au départ, c'est tout. À partir de là, t'as pas de souci à te faire. Si tu as la moitié des gens qui ont compris dans ta salle, bah, tu as tout gagné. Alors, et t'as pas d'ennemis. Alors, je vais juste t'arrêter 2 secondes le temps que tu trouves le parce que là, disque, je m'emporte là. Et tu me parles un petit peu de la soul. Un petit peu de la soul. Ah bah alors là, il faut que... Comment dire? Là, vaut mieux que tu parles à Damage. Ouais. Ouais, parce que là, c'est vraiment le spécialiste. Ouais. Là, tu sais, il y a un terrain où je peux pas trop parler, quoi. Okay. Moi, James Brown, je connais. J'en ai quelques-uns. Tu vois, je sais pas, ils sont passés là, tu vois, j'en ai quelques-uns. Mais le mec qui aurait vraiment le temps de t'en parler, je crois que c'est lui, quoi. Et puis à partir de là... Tu vas m'en dire quelques mots, quand même. Non. non, j'ose pas, j'ai pas de référence. Moi, je suis tribal. Je suis très tribal, donc je suis très marqué, les rythmes binaires. Je suis pas très jazz, et soul, ça apporte aussi un petit peu de jazz. Et donc, à la limite, je suis... même si tu vois, il y a du James un peu partout, là, mais ça, c'est pas des vieux albums, tu vois, c'est pas l'histoire de James Brown, quoi. Et puis, t'as une histoire. Bon, j'ai un petit peu d'Aretha Franklin, de Maceo Parker, etc. Mais ça suffit pas pour pouvoir t'en parler. Ça suffit pour se la raconter sur une platine, mais je peux pas t'en parler. Moi, je te raconte de ce que j'ai vécu avec les disques que j'ai le plus écouté dans ma vie. De ma vie, en plus. Hein. Ok, bah écoute, on continue. J'ai les DJ d'IAM, de NTM, toutes les grosses têtes d'affiche comme ça, tu les as connus au début, t'en as entendu parler, même de loin, je sais pas. Oui, automatiquement, ouais, entendu parler, oui, mais connu personnellement, non. Mais DJ Keops, au début de NTM, c'était... Début d'IAM? Ouais, non, de NTM, IAM, c'était Keops, DJ Keops. Sinon, c'était Detonator S, je crois, Non, mais je te dis, moi, j'ai bien connu les DJ d'Alliance Ethnique. Et, parce que déjà, avant je les ai connus en tant que DJ, en tant de performeur, et après, en tant que pote. Et c'est les mecs qui sont simples, ils font pas état de leur blase parce qu'ils sont DJ, vice-champion de France, vice-champion du monde en équipe. Ils font un truc simple et ils le font parce qu'ils aiment ça. Et ils le font aussi parce que ils ont pas leurs mots, ils ont pas fini, ils ont pas envie de se taire, ils ont envie de parler, quoi. Donc ils parlent par la musique et puis j'aime bien la façon dont eux ils agissent, tu vois. Par exemple, Crazy B, c'est le gars qui a des enfants, qui a une vie, elle est escalée, mais il lâche pas l'affaire. Tu vois, c'est un mec qui lâche pas l'affaire. Il est toujours, c'est un daron, mais il est. Il a une canne ou il a pas de canne? Non. Ça, c'est les mecs qui... Moi, j'ai une canne, parce que moi, j'ai jamais fait prestance. Mais eux, c'est des gens qui ont toujours un besoin de... t'as pas besoin j'ai pas besoin de te dire ça, il faut juste un jour, tu vois une prestation de leur part, tu te dis, franchement, ces mecs-là, tu leur donnes pas ils sont universels, ils ont pas d'âge. Alors, tu as la suite colorée comme Pon, qui est dans la même lignée et qui ira encore dans ses années plus loin et qui aura la même prestance. Damage, lui, dans la création musicale, DJ Damage dans la création musicale, dans je le souhaite, un label peut-être plus tard, et puis une bonne connaissance de ce qu'il a fait en France, parce qu'il fait du bon produit par rapport à ce qu'on nous vend comme merde des fois, quoi. Ça, faut le savoir aussi. Alors toi, justement, t'es un clandestin? On va dire ça, ouais, mais c'est-à-dire que j'ai pas...
j'ai pas l'opportunité d'aller plus loin de ma passion. Tu vois, j'en fais pas un business plan. Je j'étale pas ma vie là-dessus. J'étale ma vie autre chose. On fait un choix. Tu construis une maison, tu as des enfants, tu fais un choix. Tu rentres dans le moule, tu deviens une bonne fourmi. Mais en même temps, tu as ça qui te tracasse et ouais, j'aurais pu faire ça de ma vie avec la musique, j'aurais pu faire ça de ma vie. Il y a des gens qui osent. Alors c'est pour ça que moi, je te le dis aujourd'hui, devant la caméra, j'admire ces gens-là, quoi. Parce que ces gens-là, ils ont le toupet, ils ont le mérite de dire aujourd'hui, la vie est dure, je me propose de faire ça. Et j'emmerde tout le monde. Le père de machin avait décidé de faire ça. Non, bah mon fils aujourd'hui il fait du rap avec ses copains de banlieue, tout ça. On s'en fout. Si ça paye ou si ça marche. Il y a les produits qui. La culture n'a pas de. Tu vois, n'a pas de valeur, quoi. Si ça marche, ça marche. Et tant mieux pour eux. À partir de là, bah, moi j'ai fait un choix. Je me suis dit, voilà, je m'arrête à un moment donné parce que j'ai ça. J'ai un enfant qui est arrivé, j'ai un deuxième enfant qui est arrivé. Et pourtant, je te parle de ça avec les Crazy. Je crois, si je. Il a 3 enfants, 3 ou 4 je crois, et puis il a surmonté tout ça, il a continué sa musique, tu vois, donc c'est pas forcément une bonne excuse, hein. C'est chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il le sent. Si tu as envie de continuer et tu as des arguments, tu as du monde autour qui te motive pour ça, tu le fais. Moi à partir de là, je fais un choix, j'avais du monde autour de moi, mais j'ai fait un choix, c'est tout. J'ai oublié de citer un copain que j'adore, c'est Kistor, il s'en reconnaîtra. Et bah, qu'est-ce que tu veux dire? Un Kistor? Vas-y, Kistor, alors. C'est mon frère. C'est un black, c'est un copain, c'est un ami, c'est mon père, c'est tout. Tu vois, ce mec-là, pour moi, c'est un gars que j'adore. JP, son frère aussi, pareil, idem. Et même sa petite famille aussi, tu vois. C'est des gens qui se battent aussi pour ça. Au niveau nouvelles, j'en ai pas trop, mais comme on dit chez moi, tu sais, mais c'est pas parce qu'on pense pas aux gens, on leur écrit pas, on téléphone pas on les a pas dans le cœur, quoi, tu vois. Ça, c'est des pierres de mots, ça. C'est quelque part au niveau du hip-hop, du rap. Non, pas forcément des pierres, mais des gens qui ont forgé notre petite pyramide à nous, quoi. Et moi, je te raconte ma vie pyramidale. Ouais. Et les pierres qui forment ma pyramide à moi, ce sont ces gens-là. Ouais. C'est tout à partir de là. Est-ce qu'ils ont créé quelque chose par rapport au site de mots? J'en sais absolument. Est-ce que j'ai créé quelque chose moi? Est-ce que j'ai démoli ou créé quelque chose? J'en sais rien. Et je vais mourir avec. C'est une question justement que quelque part, moi, c'est peut-être ça que j'ai envie de te poser comme question. Mais le but de la question, c'est pas de savoir qui a la notoriété de qui a fait quoi. On s'en bat les couilles. Le but, c'est de savoir pourquoi les gens aujourd'hui croient encore. Pourquoi dans la rue, il y a 2 ou 3 jeunes qui me disent encore bonjour grâce à cette putain de radio, grâce à cette putain de musique. C'est tout. Le respect se forme pas parce que j'ai une cravate et que je suis son chef. Elle se forme justement parce que je suis moins sapé que lui, j'ai des baskets moins chères que lui, il me dit bonjour quand même. Et là c'est du respect, j'appelle ça du respect, tu vois. Comme par exemple ce qui s'est passé entre toi et moi, quelque part. Bah, un peu dans le même genre, tu vois, on s'est croisés, tu m'as raconté que tu voulais me voir, et puis j'ai trouvé ton histoire valable et qui tenait la route, et qui était sympa à écouter. Et ben c'est pour ça que depuis tout à l'heure je te prends la tête avec ton caméscope, et puis que voilà, et que tu filmes parce que on a quelque chose à raconter, et peut-être que j'ai pas eu l'occasion de le raconter. Alors si ça doit rester une archive, ça restera une archive, mais si quelqu'un doit écouter, j'espère que j'ai été franc, quoi. Dans les années 2006, aujourd'hui, et depuis qu'on parle, ben, on a retracé fin 80, toute l'année 90, pas musicalement, mais au niveau parole, je pense que j'ai raconté un peu la vie de ce qui s'est passé dans le nord de la Seine-et-Marne, et dans ma vie à moi, et dans ce qui m'a entouré par rapport aux médias. Et, alors si je te dis 78, les États-Unis, le DJ, le rappeur en même temps, etc. 78 ouais. Oh là là. Vas-y alors, explique-nous, donne-nous des... Mais 78, là, je peux pas te dire, parce que là, j'étais jeune encore. Ouais. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. C'est la naissance du rap, on va dire aux États-Unis avec un DJ et un rappeur, on va dire. Hein. Ouais, grosso merdo, parce que 78, j'avais que 10 ans. Donc t'as commencé toi à t'intéresser au rap les premières fois, les Moi, le premier son que j'ai écouté, on peut appeler ça du Smurf, c'est grâce à Sydney, à l'émission. Ouais. Comme tous les petits Français qui ont fait les groupes NTM, etc. Pourquoi? Parce que c'était la naissance d'Africa Bambaataa au niveau radio en 85. Alors c'était pas 78, c'était sûrement 78 au niveau des Amériques, mais le temps que ça arrive chez nous, il a fallu un décalage. À moins seuls les gens qui ont eu la chance de connaître cette musique avant. Quand tu as 10 ans ou 13 ans ou un truc comme ça, tu y prêtes attention, tu es plutôt Bob Marley, tu es encore vivant. Certaines musiques françaises, certains trucs, tu n'es pas dans le rap. Tu y arrives petit à petit.
tu forges ton truc avant. Moi, je te dis mes racines musicales, tu vas flipper, tu vas dire c'est pas possible, ce mec-là, il écoute du rap aujourd'hui, il en a écouté, il le raconte aussi bien. Moi, je suis passé de son à Pink Floyd, à Genesis, à Police, à Mike Field, à Phil Collins, mais tu peux pas te permettre de dire ouais, je suis un rappeur, tu vois, non. Tu te dis simplement, j'ai eu la prétention dans ma vie d'avoir un certain nombre d'années où j'ai consacré ma vie au rap et au hip-hop. À partir de là, je connais pas tout. Je connais pas le début et je connaîtrai pas la fin. Tu vois. Et par rapport, pour revenir encore un petit peu à l'ambiance de mots, je pensais, là tu parlais de Pistor, tout ça et tout, c'est l'époque 91 avec Jacques Lang qui est venu à Meaux. Qu'est-ce que tu peux parler marrant en même parce temps que de la scène, tu parles de la scène. À chaque fois tu me rapportes ça à un niveau politique. Ouais. Ah ben, j'ai rien contre Jacques Lang, j'ai rien pour lui non plus lui donner. En tout cas, s'il a de l'argent, il peut m'en donner. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que depuis lui, j'ai pas vu un effort financier ou mental pour créer des associations ou des fêtes comme ça qui ont été créées, ou la fête de la musique, parce que c'est vrai que ça a été un développement, c'était un feu d'artifice au niveau musical. Après, il faut savoir que dans les années, je sais plus, au début des années 80, il y a eu un boom au niveau de la bande FM, et que les radios locales pirates se sont créées de plus en plus. Les médias politiques ont pris le pouvoir sur certaines radios au temps de Mitterrand, tu vois. Et à un moment donné, tu as aussi les radios syndiquées, tout ça. Moi, je te dis franchement, la radio dans laquelle j'étais, c'était une radio, c'était une bande de copains qui travaillaient à France Télécom, autant, hein, et c'était un syndicat, c'était la CGT. Ils ont créé leur radio, et par rapport à ça, ils ont mis en place quelques jeunes qui avaient des choses à dire musicalement. Alors, ils n'ont peut-être pas tout perçu de la musique, mais en tout cas, ils nous ont laissé notre chance. Et ça, c'est vachement important. Alors moi, je te dis, je n'ai pas ma carte du parti. Je vais voter écolo. On ne sait pas pourquoi, pour éviter de voter les autres. Et encore que ce n'est pas une bonne solution. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que je crois pas que la culture et la politique font bon ménage ensemble. Parce qu'il y a toujours les gens qui vont ramener ça de leur côté. On va toujours tirer la couverture de son côté plus que d'un autre. C'est vrai, en votant une personne, tu pourras apporter un produit meilleur pour la scène, pour les jeunes. Mais c'est pas vrai en même temps. Si tu laisses pas parler un Sarko de merde, là, et tu laisses dire ces trucs, insulter la France d'en bas, comme il aime à dire, tu les laisses parler comme ça, à un moment... Bah, tu as une majorité de jeunes qui vont prendre les termes, qui vont faire des textes de rap. Bah, tu sais pas, si c'est pas lui, c'est Le Pen qui va les dire. Si c'est pas Le Pen, c'en a un autre, c'est de Villiers, je sais pas quoi, tu vois. Quand tu vois tous ces gens-là qui savent même pas de quelle couleur on est, tu vois, qui en a rien à foutre de notre gueule, parce que pour eux, on est des pousseurs de caddie à Super M, qu'est-ce que tu veux voter pour des gens pareils, quoi? Ça te représente pas, ça. Les gens qui te représentent, c'est les gens qui parlent comme toi, et des gens qui parlent peut-être comme moi, mais les gens qui représentent les gens, comme ils aiment à dire, les gens d'en bas. À partir de là, eh ben, moi, des fois, quand j'ai rien à dire, je ferme ma gueule et j'écoute du son. Et c'est à ça que ça te sert? C'est ma méditation. C'est à ça que ça te sert? Ah ouais, ça sert à oublier forcément la merde. Mais je suis pas politique et j'ai pas la prétention d'être un politique. J'ai la prétention d'être un jeune un jeune ou un papa qui veut se démerder pour que son fils, en tout cas, et ma fille comprennent qu'il n'y a pas de couleur. Que la merde, elle pue à Paris, comme elle pue au soleil, comme elle pue devant l'océan Indien. Il y a de la merde partout. Il suffit de savoir la gérer, la mettre de côté et de penser à autre chose. C'est tout. Aujourd'hui, désolé, on te donne des cours de hip-hop. Avant, on ne te les donnait pas. Tu allais dans la rue pour les voir. Aujourd'hui, on remarque que l'art graphique, l'art au niveau des bombes, des fresques, ça rentre dans une partie de l'art. Tu vois, c'est quelque chose de beau, quoi, d'appréciable et de dur à faire. Donc, c'est tout ce milieu-là, du politique art jusqu'au tricart, ça a été conçu de façon à ce que ça fasse une unité. Et c'est pas Jacques qui est au pouvoir de ça, c'est le peuple. C'est pas lui. Lui, il a été le détonateur. À partir de là, c'est tout. Il y a un détonateur, il y a une mise en puissance. Et c'est lui, il a fait, je sais pas l'imiter, mais voilà, tata. Il a parlé, il a sorti ses phrases. Malgré ce qu'il est aujourd'hui, moi j'ai fait une soirée Artec. Alors je passe aussi de la musique un peu bizarre, tu vois. Les jeunes ont le droit de s'exprimer parce que à ce niveau-là, il y a un maire qui a permis à des jeunes de s'exprimer sur un chant
qu'il a prêté bénévolement, et ils ont fait une soirée, et puis on t'imagine ce genre de soirée, hein, tu sais, un petit peu arrosé à la bière et tout machin, mais bon, pas de mort, rien, quoi, le truc là, propre à la fin, quoi, tu vois. Mais les jeunes qui avaient organisé ça me disaient, ouais, c'est le maire d'à côté parce que c'est un copain à Jack. Et ça a été fait comme ça. Aujourd'hui, ça marche un petit peu comme ça sous le paletot, tu vois. C'est pas forcément un décret préfectoral. Si un maire est d'accord, ben voilà, la salle naturelle se fait automatiquement et les gens font leur truc. Ils font pas de bénéfice, ils font ça pour le fun. Alors moi, j'admire en même temps ce côté un peu revendicard, tu sais, le mec, il squatte avec un petit peu d'ordre un truc, ils font une fête, ils nettoient le site parce que j'aime pas la pollution. Et à partir de là, ils créent un truc musical de toute origine. Ça existe encore. Un peu à la Woodstock, quoi, tu vois, un peu dans ce domaine-là. Les soirées hip-hop, c'était quoi, tu sais, quand le mec il posait un tapis pour faire des parties, des battles, tu vois, des battles de danse, c'est à la sauvette, quoi. Aujourd'hui, quand tu vois dans les boîtes de nuit à gogo, à 2 balles, enfin pas aujourd'hui, mais dans le temps, quand t'allais dans les boîtes, il y a 2 ou 3 mecs qui dansaient bien le hip-hop. Les mecs, ils faisaient une ronde autour. Hein. C'était le clou du spectacle. Bah, le mec, il n'était pas payé pour faire ça. Aujourd'hui, on le rémunère pour faire ça. Maintenant, il y a des DVD, ils sont dans les spectacles. C'est devenu un métier. Ouais. Parce que personne ne sait faire ce qu'ils font. Et pourtant, il y a longtemps qu'ils tournent sur la tête, ces mecs-là. Donc, à la limite, tu vois, c'est devenu quelque chose reconnu dans tous les publics. Ma mère qui a 78 ans, je lui parle de hip-hop, elle sait ce que c'est aujourd'hui. Mon cousin, que j'avais 16 ans, je lui dis, j'écoute ça, il dit, un jour, tu changeras. Mais il me regarde, j'ai 38 ans, il me dit, t'as pas changé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah ouais, je suis malade. Je crois que c'est, y a pas de remède à ça. Hein. C'est comme ça que tu nais, c'est comme ça que tu crèves. C'est tout. À partir de là, c'est une façon de voir la vie, quoi. Et si tu le prends bien, ça t'apporte pas forcément le mauvais côté de l'histoire. Ça t'apporte le bon côté. Et en général, t'as pas besoin d'avoir de problème avec la justice ou avec les flics pour écouter ce genre de musique. Si tu sais l'apprécier, c'est pas parce que t'es hip-hop que ce flic-là va t'arrêter plus facilement. C'est pas vrai. Hein. Moi, je connais plein de gars qui ont fait des gardes à vue qui écoutaient Beethoven. Hein. Donc, c'est ça le truc, tu vois. C'est pas une question de couleur de musique ou de puissance musicale. C'est une question de ce que tu as dans la tête, c'est tout. À partir de là, je suis un bon payeur. Je vais voir mes copains en concert, je paye ma place. Si j'ai un backstage, tant mieux pour moi. Mais si je l'ai pas, tant pis pour moi. Mais j'irai les voir parce que je les aime bien. Mais si on me dit, ah, c'est toi, JD, bonjour, comment tu vas? Ouais, ça va, et toi? Alors, tu fais de la radio, t'as arrêté la musique? Non, j'ai pas arrêté, mais je le fais à ma façon. Et je la vis comme ça, mais j'attends pas de ça pour vivre. J'attends de ça pour me nourrir intellectuellement, mais pas pour vivre avec de l'argent, tu vois. Après, on diffère, faut faire la différence entre gagner du fric et faire de la musique pour gagner du fric. Moi, je te dis, si j'avais ça à faire, j'aurais fait ça pour gagner du fric. J'aurais fait des conneries. Tu serais peut-être pas dans ma chambre aujourd'hui, tu vois. Mais non, je pense pas. Comment je le vis. C'est une bonne chose que je sois là. Bah, c'est pas une mauvaise chose parce que j'ai fait connaissance avec toi, non, c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être sûrement une bonne chose pour nous deux, ou pour toi aussi, parce que je sais pas, depuis tout à l'heure tu m'écoutes, ça a l'air de t'intéresser. Donc à la limite, est-ce que ce sera une bonne chose pour nous ou pour eux qui vont écouter? Qu'est-ce que j'en sais? C'est à toi de me le dire. Je fais un break. Ouais, ok. Donc, bah, t'écoutes du rap actuel. Justement, j'allais dire là, pour l'instant, c'est vrai qu'on a parlé du passé, etc. Et le rap actuel, voilà, au jour d'aujourd'hui. Franchement, non. Je te dis, je me suis bloqué entre la old school et parce que j'ai été attiré vers d'autres styles musicaux qui sont la jungle et la drum and bass pour les connaisseurs. Mais sinon, j'ai pas la prétention d'écouter autre chose que l'ancienne école, quoi. Pourquoi? Parce que ça m'apporte plus, je me retrouve plus là-dedans que c'est peut-être un manque de maturité, mais moi je m'en fous, je m'en bats les couilles, quoi. Parce que je veux dire, j'adore ça, j'adore écouter l'ancienne école. Et quand j'entends passer les booming systems de voitures où on va écouter n'importe quoi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de retrouver mes origines par rapport à la musique que j'écoutais dans le temps, quoi.
C'est une manière pour toi de revenir dans le passé? Ah ouais, carrément, c'est des bons souvenirs. Des souvenirs T'es nostalgique? Ah carrément, ouais. Ouais. Et c'est pour relativiser par rapport au présent. C'est-à-dire ça forge. Automatiquement, si tu as des bonnes références, la racine est pure, tes branches sont bonnes. Si tu commences à construire n'importe quoi avec des branches un peu pourries, avec des fruits pourris, il faut penser aux racines. Et tu penses aux racines, logiquement, tu modifies ça, l'arbre est capable de modifier ça. On est capable de le couper, il repousse. Si tu ne tues pas les racines. C'est le but. Pour moi, c'est le but. Le rap aujourd'hui, le rap dans le temps, en tout cas dans les années où je l'ai vécu, c'est une drogue. Une drogue légère, à consommer avec modération. Mais c'est très bien, c'est très très bien. C'est très très bien, ça fait du bien. Si je te montre par exemple ces affiches-là, comme ça, rien qu'en les regardant comme ça, qu'est-ce que tu peux m'en dire? C'est des affiches d'artistes qui ont sorti des albums actuellement. Samat, je connais de nom. Oui. Alibi Montana aussi. Alpha 520. Alpha 520, pas trop, je connais pas. Prison, c'est un... Prison, c'est YZO, c'est ça, je me plante. C'est quoi, c'est la maison de prod, ça? Ouais, en fait, c'est Menace Record. D'accord. Bah, peut-être, tu vois, peut-être, tu vois, si j'écoutais un morceau de chacun, peut-être que je connais. Mais vite fait sur le gaz comme ça, je peux te dire... non, c'est pareil. Tu vois, tu me sors un... Ah ouais, tu m'as sorti plus une carte. Là, c'est le Flunch Royal. La boussole, je connais pas. Mais tu vois, si tu me sors ça, ouais. Je te sors le même nombre d'albums, et je te demande à toi si tu les connais. Ouais. Et tu vas flipper. Ouais. Tu vois, c'est pareil. Tu vas me dire peut-être... tu veux que je le fasse? Alors tu vas halluciner. Tu me dis si tu connais. Hein. Ouais, ok. Ouais. Bah, si tu connais, franchement... Je lance une tyrolienne à 4 pattes dans la rue devant chez les flics. Là. Bah écoute, on va voir ça. Moi, à mon avis, je vais échouer. Je vais échouer. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. Bon. Alors un truc moins difficile, c'est ça, est-ce que tu connais? A Tribe Called Quest. Non, pas du tout. On change, là on est dans les A. On va changer un peu. On va passer... J'essaie de sortir un truc qui est à moitié connu, à moitié pas connu. Ouais. Comme ça. Kool G Rap. Ouais, celui-là j'ai entendu parler de lui. T'as entendu parler? Ouais, celui-là ça me dit quelque chose, bon. Franchement. Sortir un truc simple. Sortir un bel album. Hein. Est-ce que tu connais ça? Ça me dit un truc, mais c'est la pochette qui me choque. La pochette, elle est choquante. Non, elle est pas choquante. C'est les trois singes. Ouais. Tu connais le truc des trois singes? Pas Ouais, vu, j'en ai pas entendu pris. parler de ça. Ouais. C'est comme ça dans les quartiers quelque part. Bah c'est exactement ça. Ça, tu connais ce monsieur-là? Ouais. Ouais. C'est pas du rap, hein? Ah, lui est connu, lui, bien sûr. Bon. C'est le monde entier, lui. Ah bah ouais, tu vois. Il y a de tout ici. Et t'as beaucoup de pochettes justement où il y a les armes, etc. C'est pas une question de pochette avec les armes. Tiens, tu connais ça? Alors, non. Bah tu vois, il y a un morceau à moi là. Ouais. Il y a tous les copains, il y a DJ Damage, il y a Crazy Bee, et ça c'est Back to the Beat, c'est les premières compilations, on a travaillé un petit peu ensemble, on a fait des morceaux chacun de son côté, puis il y a eu des gens après, ça c'est je sais pas, c'est le numéro 1, numéro 2, je sais pas. Donc là on voit deux têtes d'affiche là. Bah tu vois des gens assez, il y a DJ Cool M, etc. quoi, il y a LBR aussi, LBR qui avait aussi une émission, ouais, j'ai entendu, j'ai un disque chez moi de funk. LBR qui a travaillé aussi avec Cut Killer sur Radio Nova, et maintenant qui travaille sur Skyrock avec le Bum Rush. Voilà. Donc t'as fréquenté aussi justement Cut Killer, DJ? Je te dis vite fait, moi je suis pas un mec qui m'esclaffe devant les gens, c'est des stars, c'est des mecs connus, ils font des albums, moi bonjour, comment tu vas, voilà c'est tout, le mec j'ai rien à lui dire, hein. Je vais pas lui... Je suis pas un mec à dédicace, tu vois, il a sa vie, il fait son bise, moi je suis là, il m'a invité, ou il sait pas qui je suis là, il sait que quelqu'un, en tout cas dans la salle, me connaît, je suis pas là pour foutre le dawa, je suis là pour justement
Je suis là parce que j'ai besoin d'être là, tu vois. Mais si j'ai pas besoin d'être là, j'ai rien à faire là, je m'en vais, quoi. Je veux dire, je vais pas assister à un truc si j'ai rien à faire là, tu vois. Je suis pas un susboule. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas un susboule. J'ai rien à foutre avec ces gens-là, tu vois. Si je suis dans le rap, mais ils vont m'en apprendre, mais j'ai pas à savoir ce qu'ils savent eux. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles, quoi. C'est tout. Assassin, tu les connais? De par leur album, hein, Ouais. et ça c'est le premier. Je sais pas si c'est leur premier vinyle. C'est peut-être pas leur premier vinyle. Hein. C'est Note mon nom sur ta liste. Je sais pas si tu connais. Alors ça t'a fait quoi justement tu l'as, ce Scud-là, pourquoi Je l'ai parce que je suis DJ, déjà à la base. Je l'ai parce que les paroles sont pas bêtes. Et je l'ai comme t'as le premier morceau de NTM, c'est Je rappe. Évitant toute erreur, j'attaque avec saveur, fouettant l'auditeur, le touchant en plein cœur. Et ça, c'est très fort, ça. Ça, c'est des bonnes paroles. Parce qu'ils étaient en train de scander le mouvement rap à ce moment-là, quoi. Et c'est aussi les albums de IAM. Là, tu passes dans les CD où tu as une panoplie de CD sur Cypress, sur des groupes un peu plus tribal au niveau hip-hop. Au niveau hip-hop, au niveau par exemple des trucs comme ça c'est pas du tout hip-hop, mais c'est trip-hop. C'est trip-hop. T'as les Beastie Boys qui sont là. Tu vois, t'as des trucs comme ça, t'as les Cold Cut, l'ancienne école. Nicole Brother, Cold Cut, etc. Et tu vois. Ça, c'est toi qui l'as fait? Ouais, ça c'est un copain qui me l'a fait. C'est un copain qui me l'a fait, alors ça c'est New York. Ça c'est le pass quand Damage et Epone sont devenus vice-champions de France en équipe. Ça c'est le logo de mon émission. C'était tous les samedis soirs, de 22h30 à 1h du matin. Amo Amo. 7700 Ouais. à l'ancienne. Et ça c'est l'île de la Réunion. Le coucher de soleil. Et puis c'est un petit montage comme ça de découpage. Voilà, et ça représente ma tronche. Au platine, et c'est un copain qui a fait ça parce que il m'a sûrement vu un soir comme ça, tu vois. Voilà. Alors juste vraiment pour terminer, pour finir, là avec ce que je viens de te montrer là, qu'est-ce que ça te fait de dire voilà aujourd'hui quelque part c'est ces groupes qui vendent, c'est ces groupes-là dont on entend parler, etc. Il y en a d'autres, hein, mais on va dire que globalement, voilà, rien qu'au niveau même pas au niveau des paroles, hein, juste au niveau de la photo. Déjà, le savoir est une arme. Maintenant, je sais, c'était Ministère Amer qui avait sorti ça en premier. Et ça, en fait, c'est la boussole. Moi, ouais. C'est un groupe qui vient de sortir. Police, ça me rappelle Police, le groupe Police avec Sting. Prison, ça me rappelle Tyzone. Alpha, ça me rappelle plutôt Alpha Blondie. Ouais. Alibi Montana, je ne sais pas quoi te dire. Et ça Il a écrit 1260 jours. Il a fait tant de jours en prison et il a fait un album par rapport à ce qu'il a vécu Ok. en détention. Je sais pas quoi te dire. Ouais. C'est en même temps c'est vieux. Ça a l'air d'être violent. Ça c'est violent. Tout est violent. Là il y a des armes. Là c'est la prison. Là ça rapporte bien sûr. Il y a le même thème. Hein. C'est police, flingue. Ça rapporte tout à amener les jeunes. À savoir, tu sais, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément besoin de ça. Si tu as Internet, si tu as envie de faire la merde, tu sais la faire, la merde. Hein. Il y a toujours un site qui va te montrer comment faire d'une bombe avec du savon. Hein. Ça existe. Hein. Moi, je sais pas. Avec le savon, je me lave. Mais le truc, c'est provocateur. Ça amène un certain public. Ça t'amène une image. Est-ce que tu la garderas quand tu auras 40 balais? Est-ce que tu garderas cette image quand tu auras 40 balais? Samat, monsieur Alpha, je sais pas. C'est vendeur pour le moment. Ça s'appelle un business plan. Est-ce que tu veux forger toute ta vie à niquer la police ou à provoquer ou à scander les armes? Je sais pas. Je sais pas si ça en vaut la peine. Ça veut dire quoi pour toi, le savoir est une arme? Rien. Si. Le savoir est une arme, mais si, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, c'est pas. La question elle est piège parce que tu vas l'intituler parce que tu vois le dessin en dessous. Donc le savoir est une arme.
Parce que tu as une arme que tu crois tout savoir. Ou tu vas faire savoir aux autres parce que tu as une arme. C'est parce que c'est toi qui as l'arme que tu sais et les autres ne savent pas. C'est pas vrai. Moi, je suis sûr qu'on fait taire quelqu'un même s'il a une arme armée, prêt à tirer. Et par ta bouche, tu le fais taire. Et tu le fais descendre ton arme. Ben, alors pour ça, il faut trouver les bons mots. Il faut savoir parler. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir calmer les gens. Pas les influencer. Savoir simplement leur dire les choses comme tu les sens, quoi, par rapport à l'arme qui est pointée devant toi. Par rapport à ça, si tu sais faire ça, logiquement... Pourquoi ils n'ont pas mis le symbole du savoir à la place du symbole de l'arme? Parce que c'est plus vendeur. Là, tu me parles du côté commercial de l'histoire. C'est plus accrochant de voir ça que le sigle de la paix. Le sigle de la paix, il a été vendu à un moment donné, mais à un moment, ça se vend plus. À un moment, il faut savoir que Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire une symbiose de ta vie avec quelqu'un qui était rebelle de la société. Tu vas dire, ouais, moi aussi, j'en ai marre, j'arrive pas à manger à ma faim, tatati, tatala, etc., etc. Malgré que tu as une paire de pompes à 200 € sur les pieds. Bref, ça, c'est ta vie, hein. T'as peut-être pas de voiture, mais tu as une paire de pompes à 200 €. T'as pas d'études, t'as pas de CAP, mais manque de peau, tu te balades en taquini, alors, etc., quoi. Bon, ça, c'est ta vie, tu fais comme tu veux, tu vois ta vie. Tu veux faire de la prestance du moment, tu fais ta prestance. Tu achètes des albums comme ça, des pochettes. J'admire les artistes, mais au niveau pochette, c'est vendeur, c'est accrocheur, parce qu'ils veulent attirer ce public-là. Alors peut-être qu'à l'intérieur, ils t'expliquent aussi pourquoi le savoir est une arme, et pourquoi à l'intérieur il a des textes qui vont. Je pense que tu as raison. Ils vont complètement contre le système de la pochette. Exactement. Alors moi je pense que c'est plutôt ça, parce que je pense que ces gens-là, s'ils arrivent à avoir un potentiel pour avoir des belles images comme ça sur un album, ils seront toujours tout seuls à faire une rébellion contre l'État français, quoi. Je veux dire, tu vois, t'es quand même en France. Je veux dire, t'es pas dans un pays où on va te faire un coup d'État. C'est pas possible, hein. C'est pas le groupe Alpha 520 là qui va faire un coup d'État. Il va simplement dire les choses qu'il pense. Il va dire pourquoi peut-être à la limite faut éviter ça. Moi je sais pas, c'est ma façon de voir. Chacun voit sa façon de dessiner, tu vois, d'imaginer les choses, hein. Ils ont peut-être des choses à dire que moi j'ai pas vécu. Ça c'est un Python, un truc comme ça, je crois. Un Magnum plutôt. Et là, tu as vu, ils ont mis le nom, les balles. Les balles, c'est le nom des artistes. D'accord, d'accord. Donc c'est quand même une subtilité par rapport au titre. Ouais. Ouais. Ça me rappelle le pistolet de Roger Rabbit. Tu sais, quand le mec il sort le vieux flingue mexicain, il met les balles. Oh, il nous appelle. Ils sont fatigués, tu vois. C'est con, mais les gars, vous prenez pas pour des balles parce qu'on vous tire une fois, puis après vous êtes pas réutilisable. Tu vois. Après, il reste une cartouche. Après, c'est terminé. Le fusil est mort. C'est terminé. Tu peux recharger avec d'autres rappeurs si tu veux, mais pas les mêmes. Après, si tu appelles une cartouche, je sais pas, Samb, bah voilà, bon, tu tires Samb, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et en plus, il faut que tu fasses mouche, hein. Si tu fais pas mouche, t'es pas dans le 1000 et 1000, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, ils ont pété plein de bâtiments. Qu'est-ce que ça te fait rien que de savoir, voilà, le Beauval, ça a changé, Collinet, ça a changé. Qu'est-ce que... De Ça, ton âge, de ton expérience. C'est l'aspect démographique qu'on veut en sortir. On essaie de plus étaler les gens à l'horizontale, à la verticale, on essaie de les mettre à l'horizontale. En plus, on les quantifie dans des camps. En plus, dans les années où les gens qui sont au pouvoir n'avaient pas forcément la main mise sur le pouvoir, ne pouvaient pas juger, on ne pouvait pas se dire que les cités, ça allait forcément tourner comme ça. Oh, c'était Klopp, je taille depuis tout à l'heure. Non, il n'y a pas de... Tu sais, avant Pierre Collinet, il paraît qu'il y avait un notaire, il y avait des banquiers, il y avait des médecins, et ça s'est délabré petit à petit, comme chaque chose qu'on n'entretient pas, hein. Tu sais, si on n'entretient pas, on ne paye pas pour délabrer la Tour Eiffel, ça devient une ruine, hein. C'est automatique. Tu penses qu'il y a eu un abandon, justement? Bah, il y a eu un abandon d'une France d'en bas, encore, comme ils aiment à dire. C'est automatique. On a fait végéter ça. Toute la merde qui est aujourd'hui, tous les jeunes qui se rebellent comme ça, même si des fois je leur donne pas raison, parce qu'il y a des choses qu'il faut pas faire. Tu peux être méchant, tu peux faire une guerre rurale si tu veux, mais en étant intelligent. Tu peux brûler ou faire mal. Déjà, je regrette mes mots parce qu'on ne brûle pas. Moi, on m'a pas mis au monde pour brûler la voiture. C'est un petit peu comme cette affiche là, ce que tu dis, quelque part. Ouais, non, mais ça, c'est encore, tu vois, j'ai pas vu l'intérieur, mais... Tu sais, t'as pas besoin de voir ces affiches-là pour avoir la... Tu regardes le journal de 20h, là, je sais pas, il y a combien? Il y a 1, 2, 6 affiches.
Tu vois, ces 6 affiches, sans déconner, tu zappes entre la 1, la 2, la 3, t'as ce même genre d'informations tous les jours à la télé. Les lieux où tu as grandi dans Beauval, tout ça, ils n'existent plus. Qu'est-ce que ça te fait? Bah, par rapport à ça... Attends, hein, je suis en train de chercher un truc en même temps. Par rapport à ça, ce qui est... Putain la vache, je trouverai pas. Ce qui est choquant, c'est qu'on va citer, on va mettre des degrés sur des zones à risque, que ce soit Marseille, Saint-Denis, enfin le 93 en général, Meaux, d'autres endroits. On va citer par degré des zones à risque. Ça va faire un espèce de, tu sais, de podium. Eh oui, la zone à risque aujourd'hui, c'est Beauval. Ouais, on a brûlé 200 000 voitures, les gars. On est les champions du monde. Bah, les constructeurs sont contents. Peugeot, Citroën, ils sont contents. Ça fait des voitures, ça fait de la consommation pour certains gens qui ont besoin d'aller travailler avec leur voiture. Parce que ça fait avancer le schmilblick. Bon, ça fait dire qu'il y a une certaine masse de gens qui se plaignent. Mais il y en a qui prennent conscience aujourd'hui, qui disent les gars, j'ai vu un mec comme Coolchen qui fait excellent en or et moi j'ai ma carte d'électeur. Et ça, c'est puissant. C'est plus puissant qu'aller brûler une putain de voiture. Moi j'ai ma carte d'électeur. Si j'en ai pas fait bon usage, un jour j'en ferai bon usage. Et j'en ai déjà fait bon usage. Je sais pas si j'ai. On se confond dans une masse, mais en tout cas dans la masse, plus la masse est lourde, plus ça importe dans la balance. Savoir de quel côté il faut aller. À partir de là, le coup des cités ou le coup de dire il y a des gens il y a une France basse, une moyenne France et des gens très qualifiés qui gagnent beaucoup d'argent. À partir de là, c'est ça qui fait dispatcher la société. C'est ça qui fait qu'il y a un break quelque part. C'est une séparation de groupes humains. Automatiquement, parce qu'on forme plus un coin, on forme plus un clan ni une société, on n'est pas un sorte d'apartheid. Bah oui, c'est automatiquement c'est ça. Néo-apartheid. Là oui, mais hormis les couleurs, c'est carrément une question d'argent. Si tu ne palpes pas ça, tu ne peux pas arriver à ça. Si ton père n'est pas médecin, tu ne seras jamais médecin. Si tu es habitué à soulever les cailloux, ben tu seras peut-être maçon, tu vois. Et c'est ça qui me choque, moi. C'est qu'aujourd'hui, même les jeunes qui vont se rebeller de façon un peu vulgaire, pensent pas que c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as brûlé une voiture que tu resteras voyou toute ta vie. Il faut pas penser comme ça, il faut savoir se réveiller, quoi. Il faut savoir se dire qu'un jour je serai peut-être vétérinaire, je ferai quelque chose de bien dans ma vie, j'irai soigner des algues, j'irai je sais pas. Être anthropologue, ethnologue. Des conneries que personne ne pense. Mais le mec il est fier de ce qu'il a fait en tout cas, parce que personne ne savait qu'il allait faire ça. Et la différence, c'est justement avoir cette force-là. Je reviens au même point de départ. C'est grâce à cette putain de platine qui tourne que j'arrive à penser comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. J'ai des enfants. Je reste pas insensible à la douleur des gens. Et puis en même temps, je reste pas dans mon coin. Je suis pas une bonne fourmi. C'est-à-dire, j'essaie d'agir musicalement, intelligemment, pas vulgairement. J'ai fait le con aussi. J'ai été comme certains. Mais je le prohibe pas, hormis cette caméra. Et j'en suis pas fier. Mais en même temps, je dis simplement. Quand tu dis que t'en es pas fier, c'est-à-dire que tu considères qu'il y a eu des victimes? Non, ça veut dire simplement, à un moment, t'es con, t'as le droit d'être con. À un moment, tu te fais arrêter, moi, t'as le droit d'être con, quoi. À un moment, tu sais, t'as beau avoir 50 balais, tu peux faire des conneries aussi. Hein. Tu peux avoir 10 ans, tu fais une connerie. Hein. Tu peux avoir 60 ans et faire la connerie du siècle. Hein. Je te fais écouter un son. Ok, c'est parti. Alors, attends. On va te faire écouter un truc propre. Non. Voilà. Ça, c'est fait maison, ça. Sound boy, turn off the little jump and tip one son we have there. Watch this one, boy.
watch this one, boy. Un inédit, hein. C'est pas sorti, hein. C'est une exclusivité. Ah, carrément, ouais. Dédicace. Ah ouais. À des Medj, à Nicolas, à Juice, à Kistor, à JP, à Lia, à YZ, à Léa, à Sissi, à Patrick. Dédicace à la mère patrie, x2, La Réunion, à tout le monde là-haut, mi et Mazotte.